Le matin du 16 juin 1943. Dans le ciel de la France occupée, le Hauptmann Klaus Dufner était un as allemand. 31 victoires confirmées. Il avait combattu des Spitfire pendant la bataille d'Angleterre. Il avait combattu des Hurricanes au-dessus de la Manche. Il avait appris leurs faiblesses, exploité leurs limites, dominé le ciel par une tactique et un avion supérieur. Le Bf-109 était le meilleur chasseur que l'Allemagne ait jamais construit. Léger, agile, réactif. Il pouvait virer plus serré que n'importe quel chasseur britannique. Il pouvait grimper plus vite. Il pouvait surpasser en manœuvrabilité tout ce que les Alliés lui avaient opposé pendant 3 ans. Mais ce matin-là, Dufner allait rencontrer quelque chose qui changerait tout ce qu'il croyait sur le combat aérien. Un P-47 Thunderbolt américain. Il était certain de le tuer. Le rapport du renseignement disait que le P-47 était lent, qu'il était pâteau, qu'il était construit avec la force brute américaine, manquant de la finesse tactique du design allemand. Dufner avait lu les rapports. Il y croyait. Tout pilote expérimenté de la Luftwaffe y croyait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces rapports étaient sur le point de devenir obsolètes. Il allait découvrir que le courage, la compétence et 3 ans d'expérience au combat pouvaient être vaincus par quelque chose de beaucoup plus fondamental. Quelque chose qu'il ne comprenait pas. Quelque chose qu'aucune ingéniosité tactique allemande ne pouvait surmonter. Dufner repéra le chasseur américain à 2400 mètres. Il entama immédiatement sa routine d'attaque standard, grimper pour prendre l'avantage de l'altitude. Un Bf-109 à 3600 mètres voyait tout en dessous. L'Américain serait en position d'infériorité. L'Américain devrait réagir à la position de Dufner. Mais le P-47 n'essaya pas de grimper. Il piqua. Cela violait tout ce que Dufner comprenait du combat aérien. Un chasseur qui abandonnait l'altitude abandonnait l'engagement. En 3 ans de combat, Dufner n'avait jamais vu un pilote plonger volontairement depuis une position supérieure. Il poussa son Bf-109 en piqué pour le suivre. Il s'attendait à rattraper l'Américain, à réduire l'écart pour entrer en portée de tir. Au lieu de cela, la distance s'accrut. Le P-47 accéléra. 560 km/h, 640, 720. Le P-47 continua de piquer. L'écart continua de grandir. Dufner poussa plus fort. Le manche devint plus lourd. La cellule commença à vibrer. À 770 km/h en piqué, un Bf-109 atteignait sa limite. Les forces aérodynamiques devenaient trop grandes. Les ailes commençaient à trembler. Le fuselage gémissait sous la contrainte. Continuer à piquer et l'avion se disloquerait. Dufner dut tirer sur le manche. Il avait atteint la limite physique de son avion. Le P-47 continua de piquer. 800 km/h. 835. Le pilote américain était à l'aise à des vitesses qui auraient arraché l'aile de Dufner. Au fond de la piquée, quelque chose d'impossible se produisit. Le pilote du P-47 tira sur le manche avec douceur, fluidité. L'énorme chasseur se redressa depuis 835 km/h sans que sa cellule ne se disloque, sans que ses ailes ne cèdent. L'avion se contenta de remonter. En remontée à haute vitesse, le P-47 était imparable. Dufner regarda son adversaire disparaître au-dessus de lui. L'engagement dura 90 secondes, du premier contact à la séparation finale. 90 secondes. Pendant ce temps, Dufner n'avait pas tiré un seul coup de canon. Il n'avait jamais atteint une position avantageuse. Il n'avait jamais eu le contrôle. L'Américain avait contrôlé tout le combat en n'utilisant rien d'autre que la physique de son avion. Dufner comprit à cet instant quelque chose qui le terrifia. Dès l'instant où le pilote du P-47 avait poussé son manche vers l'avant et piqué, le combat était terminé. Il n'y avait aucune tactique que Dufner pouvait employer. Aucune manœuvre, aucun tour. Le Bf-109 ne pouvait pas suivre le P-47 en piqué. Une fois que l'Américain avait piqué, Dufner avait perdu. Il vola jusqu'à son terrain en silence. Ses équipiers demandèrent ce qui s'était passé. Dufner ne répondit pas. Il ne pouvait expliquer comment il avait été si complètement dominé par un avion supposé inférieur. La tactique aérienne allemande de toute la guerre avait été construite sur un seul principe:
obtenir un rayon de virage supérieur. Le Bf-109 pouvait virer plus serré que le Spitfire. Il pouvait certainement virer plus serré que l'énorme P-47. Tout pilote allemand expérimenté le savait. Dans un combat tournoyant soutenu à basse altitude, le P-47 perdrait. C'était une simple question de géométrie. Mais virer nécessitait de l'énergie. L'énergie, c'était la vitesse. Et le P-47 avait des réserves de vitesse que le Bf-109 ne pourrait jamais égaler en altitude. Le problème n'était pas tactique. Le problème était mathématique. Le P-47 était propulsé par le Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, 2000 chevaux au niveau de la mer. Le moteur incluait un turbocompresseur révolutionnaire qui lui permettait de maintenir cette puissance jusqu'à 9100 mètres. Au-dessus de 9100 mètres, l'air devient si raréfié que les moteurs ordinaires suffoquent, cherchant de l'oxygène. Leur puissance chute dramatiquement. Mais le turbocompresseur du P-47 utilisait les gaz d'échappement du moteur pour entraîner un compresseur. Celui-ci comprimait l'air raréfié pour le rendre assez dense pour le moteur. À 6000, 7600, 9100 mètres, le P-47 commençait seulement à donner sa pleine mesure. Le Bf-109 utilisait le moteur Daimler-Benz DB605, un moteur puissant, fiable, produisant 1475 chevaux dans des conditions parfaites, quand la qualité du carburant était parfaite. Ce qui n'était plus le cas en 1943. La production de carburant allemande était devenue catastrophique. Les raffineries étaient bombardées. Les usines de carburant synthétique étaient sabotées par les travailleurs forcés. Le carburant qui atteignait les chasseurs allemands était contaminé, dégradé. Il empoisonnait les moteurs. Le moteur DB 605, qui était prévu pour 1475 chevaux, en produisait en moyenne 1200, parfois moins. Les pilotes allemands volaient dans des avions qui fonctionnaient à 80% de leur puissance alors qu'ils avaient besoin de 100%. Le R2800 du P-47 produisait 2000 chevaux standard. Avec l'injection d'eau pour un boost temporaire, il atteignait 2800 chevaux. L'écart n'était pas de 200 chevaux. L'écart était de 800, 1000, 1600 chevaux avec injection d'eau. L'écart n'était pas une différence de conception d'avion. L'écart était celui entre deux guerres différentes. Dufner écrivit dans son rapport de combat qu'il ne pouvait engager le P-47 dans aucune configuration. En montée, le P-47 montait plus vite. En piqué, le P-47 piquait plus vite. En virage, le P-47 avait une meilleure conservation de l'énergie. La seule tactique viable était d'éviter l'engagement ou d'accepter la défaite. Ses supérieurs rejetèrent le rapport. Ils dirent qu'il était pessimiste, que les pilotes allemands avaient surmonté de pires désavantages, que le courage et l'entraînement tactique surmontaient les désavantages matériels, que le P-47 était surévalué. Dufner savait qu'ils avaient tort. Il savait que ce n'était plus une question de courage, c'était une question de physique, et la physique ne négocie pas. Les ingénieurs allemands pouvaient concevoir un meilleur moteur. Ce n'était pas le problème. Le problème était de le fabriquer. L'usine Daimler-Benz à Stuttgart était constamment bombardée. En un seul mois, 200 tonnes de bombes tombèrent sur l'installation. Les ouvriers reconstruisaient. Les Alliés bombardaient à nouveau. La production s'arrêtait, reprenait, s'arrêtait de nouveau. Entre août 1943 et mai 1944, Stuttgart subit 47 raids de bombardement séparés. Chaque raid larguait entre 500 et 1000 tonnes de bombes. Les usines furent reconstruites 17 fois. En mai 1944, la production de Daimler-Benz était tombée à 60 moteurs d'avion par mois. En mai 1942, la même usine en avait produit 800 par mois. L'usine de Friedrichshafen était endommagée. L'usine de Wiener Neustadt était endommagée. Toute installation capable de produire un moteur haute performance était sous le feu. Les Alliés avaient systématiquement détruit la capacité de l'Allemagne à fabriquer des moteurs puissants, tout en construisant simultanément plus de moteurs en Amérique que l'Allemagne ne pouvait en détruire. Le Bf-109 était fabriqué à raison de 300 avions par mois. Le P-47 était fabriqué à raison de 2000 avions par mois. Même si l'Allemagne résolvait le problème du moteur aujourd'hui, maintenant,
À cet instant, il faudrait 18 mois pour concevoir le nouveau moteur, encore 6 mois pour le tester, 3 mois pour rééquiper les usines, 2 mois pour lancer la production, 30 mois minimum avant qu'un nouveau chasseur allemand avec un meilleur moteur n'atteigne le front. En 30 mois, l'Amérique construirait 50 000 P-47. Comment l'Allemagne pourrait-elle rivaliser avec cela? Les mathématiques de la guerre avaient changé. Ce n'était plus une question de tactique supérieure. Ce n'était plus une question de pilote supérieur, c'était une question de production supérieure, de capacité supérieure, de logistique supérieure. Et l'Amérique avait les trois. Les concepteurs allemands essayèrent d'améliorer le Bf-109. Ils introduisirent la variante Bf-109G. Elle avait un moteur plus puissant, un cockpit pressurisé pour que les pilotes puissent voler plus haut, là où l'air raréfié favorisait la philosophie de conception allemande. Le Bf-109G pouvait grimper à 7000 mètres, plus haut que le Bf-109F d'origine. Mais chaque modification ajoutait du poids. Un blindage pour protéger le pilote, un réservoir plus grand pour un rayon d'action étendu, un train d'atterrissage renforcé pour supporter la masse accrue. Le Bf-109G était plus rapide que le F de 30 km/h, mais il était plus lourd, moins agile, plus mou dans le virage. Les pilotes se plaignirent. L'avion ne ressemblait plus à un Bf-109. C'était un compromis. Pendant ce temps, le P-47 était continuellement amélioré. La conception originale Razorback fut remplacée par une verrière en bulle qui donnait aux pilotes une visibilité à 360 degrés sans obstruction. L'hélice d'origine fut remplacée par un design à pagaie qui mordait mieux l'air. Les performances au décollage s'améliorèrent. L'accélération s'améliora. Le taux de montée s'améliora. Chaque génération de P-47 était manifestement meilleure que la précédente. L'écart ne se réduisait pas. Il s'élargissait. Chaque mois, l'écart s'élargissait. Chaque nouvelle variante de P-47 qui arrivait en Europe était supérieure à la réponse allemande. L'Allemagne avait toujours un train de retard, jouait toujours au rattrapage, perdait toujours du terrain. Au cours des 6 mois suivants, Dufner vola en 47 missions de combat contre des P-47. Il obtint 3 victoires confirmées, 4 dommages confirmés. Il perdit 8 équipiers, 8 pilotes sous son commandement morts au combat contre des chasseurs américains. Son ratio victoire-perte contre les P-47 était de 0,37 pour 1. 37 victoires confirmées pour 100 pertes confirmées. Contre les Spitfire, son ratio avait été de 3,2 pour 1. Il était 8 fois moins efficace contre les P-47 que contre les Spitfire. Ce n'était pas parce que les pilotes américains étaient 8 fois meilleurs. C'était parce que le système P-47 était 8 fois supérieur. Dufner commença à comprendre que la guerre avait changé. L'ère de l'as individuel était révolue. Il ne s'agissait plus de savoir qui était le meilleur pilote. Il s'agissait de savoir quel camp construisait les meilleurs systèmes, quel camp pouvait remplacer les pertes plus vite. L'Allemagne pouvait remplacer les avions endommagés. L'Allemagne pouvait reconstruire les usines. L'Allemagne ne pouvait pas remplacer les pilotes. Un pilote américain recevait 300 heures de vol d'entraînement avant de voir le combat. Un pilote allemand, en 1943, recevait 120 heures, parfois moins. Le pipeline d'entraînement américain produisait 50 nouveaux pilotes de chasse par mois, 50 remplaçants pleinement formés prêts au déploiement. L'Allemagne en 1943 en produisait 20 par mois, parfois moins, et ces pilotes arrivaient avec la moitié des heures d'entraînement de leurs homologues américains. Chaque pilote allemand perdu au combat était irremplaçable. Chaque pilote américain perdu était remplacé depuis un réservoir de 200 000 pilotes formés attendant leur déploiement. Le pipeline était infini. Le pipeline de l'Allemagne était vide. Les mathématiques étaient impossibles à surmonter. En 1945, Dufner avait accumulé 87 victoires confirmées. Il était décoré, respecté. Mais il avait cessé d'être optimiste quant à l'avenir de la Luftwaffe. Il avait compris quelque chose que ses supérieurs refusaient d'accepter. La Luftwaffe n'avait pas perdu la supériorité aérienne face à de meilleurs pilotes. Elle l'avait perdue parce que chaque jour, plus de P-47 apparaissaient dans le ciel et moins de Bf-109 en apparaissaient.
parce que le système américain produisait des avions et des pilotes plus vite que l'Allemagne ne pouvait les détruire. Parce qu'une fois que vous perdez le contrôle du système, aucune quantité de courage individuel ne peut le restaurer. Le Bf-109 resta un avion supérieur dans une dimension, le virage. Plus léger, plus agile, plus réactif. Mais la supériorité dans une seule dimension n'a pas d'importance quand votre adversaire a la supériorité dans 5 vitesses, taux de montée, taux de piqué, conservation de l'énergie, puissance de feu. Dufner survécut à la guerre. Il fut capturé par les forces américaines en mai 1945. Il passa 2 ans dans un camp de prisonniers de guerre. Il fut libéré en 1947. Il mourut dans la vie civile en 1982, convaincu d'une chose. La guerre n'avait pas été perdue face à de meilleurs pilotes. La guerre avait été perdue face à de meilleurs systèmes. Les Américains n'avaient pas battu la Luftwaffe par une plus grande ingéniosité tactique en les surpassant en manœuvre par un leadership supérieur. Les Américains avaient battu la Luftwaffe en construisant plus d'avions, en formant plus de pilotes, en produisant plus de moteurs, en créant un système si vaste et si puissant que la Luftwaffe ne pouvait tout simplement pas y survivre. Le courage individuel était devenu insignifiant face aux mathématiques de la production. L'histoire de Dufner et du P-47 est l'histoire du passage de la supériorité aérienne déterminée par la compétence individuelle à une supériorité déterminée par le système. Le Bf-109 était un avion magnifique, magnifiquement conçu, réactif, un avion de pilote dans tous les sens du terme. Le P-47 ne fut pas le chasseur le plus élégamment conçu de la guerre, mais le P-47 faisait partie d'un système. Un système d'entraînement qui produisit 200 000 pilotes. Un système de production qui construisit 15 600 P-47 entre 1941 et 1945. Un système de production de moteurs qui construisit 125 000 moteurs Pratt & Whitney R2800, pas seulement pour le P-47, mais aussi pour d'autres avions américains. Le P-47 était la pointe d'acier d'un rouleau compresseur qui réduisit la Luftwaffe en poussière par la simple et impitoyable attrition. Telle est la leçon que Dufner apprit trop tard. La leçon qui définirait tous les conflits du siècle suivant. Le courage ne peut vaincre les systèmes. La compétence ne peut vaincre la production. L'excellence individuelle ne peut surmonter la supériorité organisationnelle. Le ciel sur l'Europe n'appartenait pas aux meilleurs as, il appartenait au camp qui construisit le meilleur système. Les pilotes allemands n'étaient pas des lâches. Ils n'étaient pas inférieurs. Ils combattaient simplement contre un système tellement plus vaste et plus puissant que tout ce qu'ils pouvaient affronter que l'héroïsme individuel devint sans objet. Le Bf-109 n'était pas un échec. C'était un avion magnifique. Mais la grandeur du design ne pouvait rivaliser avec la grandeur de la production. En mai 1945, quand Dufner fut capturé, la Luftwaffe avait cessé d'exister en tant que force combattante. Non pas parce que les pilotes avaient perdu leur courage, mais parce que le système qui leur était opposé les avait complètement submergés. Le P-47 Thunderbolt termina la guerre avec un ratio officiel victoire sans perte supérieur à 4-1. Ayant volé plus d'un demi-million de missions, détruisant des milliers d'avions ennemis et des dizaines de milliers de véhicules, l'avion que les pilotes allemands avaient moqué comme une bouteille de lait volante était devenu l'instrument de leur défaite totale et complète.